Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit exercice pratique où je vais prendre un petit peu mon cas personnel et j'ai fait un petit Excel rapidement pour essayer de répondre à la question simple à poser mais difficile à résoudre, de savoir est-ce qu'il est plus intéressant dans un cas précis d'être locataire ou d'être propriétaire. Alors pour avoir un peu de contexte, ici je vais prendre des données historiques dès que je les ai. En l'occurrence, moi je vis dans une ville qui a des loyers tout à fait raisonnables et des prix d'immobilier tout à fait raisonnables. C'est la ville de Rouen et sachant que l'idée c'est de trouver un équivalent à une location actuelle, donc pour une personne, puisque je vis seul. Alors concrètement, pour comparer ça, l'idée c'est de bien prendre en compte la totalité des frais qui vont être les nôtres, que ce soit lorsqu'on est locataire ou lorsqu'on est propriétaire. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que bien trop souvent, quand je dis aux gens que je suis locataire et qu'ils savent que ben, la question de la finance, de l'investissement est quelque chose qui m'intéresse, ça leur paraît souvent totalement fou. Et pour beaucoup, encore aujourd'hui, être locataire, c'est littéralement jeter son argent par les fenêtres. Et ça ne peut en aucun cas être une décision financièrement intéressante. Alors l'idée justement en faisant cet exemple, c'est de prouver que la réponse à cette question, elle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et elle dépend de beaucoup de facteurs, et croire que acheter est toujours la bonne chose à faire de manière, d'un point de vue financier, c'est clairement une erreur. Ça peut être la bonne solution en fonction de votre situation, mais c'est important de eh bien, run the numbers, donc vraiment mettre les chiffres sur le papier et voir ce que ça donne. Alors concrètement, ce qu'on va essayer comptabilisé ici, c'est le coût total du logement, donc du fait de me loger pour les 20 prochaines années. Alors, dans le cas de la location, c'est assez simple. Aujourd'hui, moi j'ai un loyer toute charge comprise, donc c'est-à-dire avec l'eau, avec l'électricité, avec l'assurance, avec Internet, qui est de 266 euros par mois. Donc tout simplement, je multiplie ce loyer par 12 pour avoir mon loyer mensuel. Et ensuite, pour chaque année, j'ai appliqué une augmentation de loyer d'environ 3%, sachant que ça a augmenté de 2% cette année alors qu'il y avait une grosse inflation, mais admettons. Et donc on voit que année après année, bah voilà, je vais payer un peu plus cher de loyer, ce qui est quelque chose qu'on peut attendre, hein. Et donc ensuite, j'ai étiré tout ça sur les 20 prochaines années. Ici, c'est une ligne DCF, donc pour Discount and Cash Flow. En fait, l'idée, c'est de comprendre que l'argent que vous dépensez demain, c'est de l'argent qui vaut moins que de l'argent que vous dépensez aujourd'hui. Donc pour matérialiser ça, en fait, on discount, c'est-à-dire qu'on réduit l'argent, qu'il soit gagné ou qu'il soit dépensé, il vaudra moins demain, et donc pour ça on a une formule qui est relativement simple, c'est-à-dire qu'on prend la somme ici E8 et on la divise par un plus un rendement alternatif qui par exemple peut être le rendement d'un investissement alternatif. Ici j'ai mis 5%, donc c'est un rendement très conservateur qui pourrait être au niveau de la bourse et qui est ensuite composé par année. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en réalité, même si mon loyer il augmente année après année, en réalité, le coût, si on considère en euros d'aujourd'hui, est plus important pour le loyer de l'année 1 que pour le loyer de l'année 2, etc. Donc ici, ça nous donne un coût total des logements, du logement en euros de 2023 d'à peu près 50 000 euros pour être logé sur les 20 prochaines années. Ensuite, on complique un peu les choses puisqu'on essaye d'avoir un chiffre comparable pour acheter. Donc quand on achète, il y a plus de lignes à prendre en compte. Tout d'abord, alors moi j'ai regardé un petit peu sur Se Loger, sur Le Bon Coin. Aujourd'hui, si je veux acheter un appartement pour vivre seul, c'est quasiment impossible de trouver un appartement qui coûte moins de 40 000 euros. Donc c'est déjà pas beaucoup, mais voilà, donc j'ai pris ce prix fixe de 40 000 euros. J'ai calculé des frais d'agence en fonction du coup de ce prix-là, et des frais de notaire en fonction de ce prix-là, ce qui me fait 2400 de frais d'agence et 3200 de frais de notaire, puisque les frais d'agence et frais de notaire sont à la charge de l'acheteur. C'est assez important parce que il faut bien comprendre que ça, ce sont des coûts qui n'arrivent qu'une fois. Donc on peut se dire, bon bah finalement sur 20 ans, c'est pas très important. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces coûts, ils arrivent en année 1. Donc en fait, il faut les dépenser tout de suite avec de l'argent, des euros de 2023.
Et entre guillemets, ça vaut beaucoup plus que si vous deviez les dépenser en année 20 avec des euros de 2000, du coup 43. Ensuite, en autre coût, on a l'apport, puisque bah, l'apport, ici j'ai pris 25%, quelque chose comme ça. Non, 30%, c'était ce qui était conseillé sur le site, donc un apport de 12 000 euros pour un achat de 40 000 euros. Ça, encore une fois, c'est un coût qu'on va engager dès l'année 1. Donc ça, c'est un coût qui va peser lourd parce qu'il ne va pas être réduit par la marge d'escompte. Ensuite, on a le prix de l'emprunt. Donc là, j'ai fait un petit simulateur. A priori, je serais amené à rembourser 181 euros par mois. Donc ça voudrait dire que je rembourserai mon emprunt à raison de 2100 euros par an. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est intéressant par rapport au loyer, c'est que, bon, déjà c'est moindre, admettons, mais surtout ça n'évolue pas avec le temps. C'est-à-dire qu'a priori, en France, vous faites un contrat, vous avez un taux fixe. Donc l'avantage, c'est que pour le coup, en année 4, vous remboursez toujours votre emprunt de manière constante, alors que votre loyer il risque d'augmenter. Ensuite, ici, j'ai calculé la valeur du bien. Donc, j'ai mis un taux d'appréciation à 3%. Alors, c'est très difficile hein, de savoir quelle va être l'appréciation de la valeur d'un bien immobilier, parce que finalement, c'est très spécifique. Déjà, c'est très difficile de le savoir en moyenne, mais spécifiquement sur un immeuble, un quartier, une ville, bah, c'est encore plus compliqué. Mais si je regarde l'historique de Rouen, 3% c'est pas totalement absurde. Donc ça veut dire qu'effectivement, mon bien immobilier acheté à 40 000, bah, en réalité, au bout de 20 ans, il vaudra 72 000. Ensuite, il y a des coûts qu'il faut prendre en compte et qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, tout ce qui est maintenance. Donc, bah, si vous êtes propriétaire, vous avez beaucoup plus de coûts qui sont liés à la maintenance du bien et qui sont des coûts bah, qu'il faut effectivement prendre en compte. Parce que si vous avez une chaudière à changer, bah, c'est pas votre propriétaire qui va la changer, puisque par définition, le propriétaire, c'est vous. Donc la maintenance, moi ce que j'ai pris comme évaluation, c'est une évaluation assez standard, c'est 1% de la valeur du bien. Donc vous pouvez voir, hein, quand c'est 41 200, c'est ça, et après ça augmente petit à petit avec la valeur du bien, parce que globalement, bah, ça augmente en même temps que l'inflation à peu de choses près. Ici on a la taxe foncière, pareil j'ai pris 1% de la valeur du bien. Encore une fois, ça dépend beaucoup du quartier, ça dépend beaucoup de la ville, et ça peut évoluer de manière... Ça peut ne pas bouger pendant plusieurs années, et ça peut augmenter de 20% en un an, donc difficile de faire une moyenne, mais 1% par an, c'est pas totalement absurde. Ensuite, il y a quelque chose de très important à rajouter, ce sont les charges. Parce que là, moi, dans mon loyer, c'est un loyer toute charge comprise. Donc électricité, assurance, eau, internet, je ne sais pas si j'en oublie. Donc globalement, je considère que 1000 euros de charges par an, c'est pas totalement fou. Surtout que l'électricité coûte assez cher. Donc si j'achète, bah forcément, ce ne sera pas toute charge comprise. Il faut quand même que je paye, que j'ai un contrat d'électricité, d'assurance, internet, etc. Et donc ensuite, j'ai mis un taux d'inflation à 4% par an parce que bon, on peut penser que l'électricité va augmenter quand même assez vite lors des années suivantes. Donc ça, c'est une ligne charge qu'il faudra gérer si je deviens propriétaire. Et ensuite, on a une ligne où j'ai mis le coût, donc le coût total. Donc là, j'ai juste ajouté tous ces coûts. Ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, en fait, quand on devient propriétaire, il y a vraiment, en année 1, on paye beaucoup. Parce qu'on paye beaucoup de choses qu'on paye qu'une fois. C'est-à-dire qu'on paye les frais d'agence, on paye les frais de notaire, on paye l'apport, tout le reste, à la limite, l'emprunt, etc., c'est constant. Mais voilà, en gros, année 1, vous allez payer énormément, en l'occurrence 21 000 euros, et après, c'est relativement stable. 4 000 euros, 4 000 euros, etc. Euh, et là, vous pouvez vous dire, ok, mais sauf que la différence, c'est qu'à la fin des 20 années, quand j'achète, j'ai un bien immobilier. Et c'est tout à fait vrai. Donc c'est pour ça que là, j'ai mis une ligne qui s'appelle revente. L'idée, pour pouvoir simuler un chiffre comparable, c'est que dans la théorie, au bout de 20 ans, j'ai totalement remboursé mon crédit, je suis propriétaire de mon bien et donc je peux le revendre. En l'occurrence, selon mes hypothèses, il coûterait 72 000 et donc il me rapporterait à la revente 66 000. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le prix de revente et j'ai mis 20% de taxe sur la plus-value immobilière, entre 72 000 et 40 000. Donc ce qui fait que je pourrais le revendre pour 66 000 euros. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que tous ces chiffres-là, encore une fois, je les ai discount avec le taux de 5% en rendement alternatif pour prendre en compte le fait que l'argent dépensé en année 1 vaut beaucoup plus que l'argent dépensé en année 20. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Parce que c'est un point qui va vraiment changer le comparatif acheté-loué. Et concrètement, une fois qu'on a fait tous ces calculs-là, eh bien, on tombe sur un coût total à 49 000.
Donc là, finalement, on tombe sur un avantage pour l'acheteur à raison de 1500 euros en euros de 2022 sur une période de 20 ans. Donc une fois qu'on a dit ça, bon, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement c'est relativement kiff-kiff et qu'il y a aussi des avantages à la location que je ne peux pas matérialiser d'un point de vue purement financier. Typiquement, c'est la flexibilité que ça apporte. Si pour une raison personnelle, professionnelle, ou peu importe, je dois partir en année 3 de mon logement, il faut comprendre que, bah oui, je peux simplement partir une fois que je suis locataire, bah, il n'y a pas de problème, alors que si je suis propriétaire, bah, en fait, le coût de tout ce que j'ai payé en AD1 va peser très très lourd. Donc ça va être beaucoup plus compliqué de déménager en année 3 si je dois aller dans un autre pays parce que j'y suis contraint pour une raison ou pour une autre. Mais ça, c'est difficile à matérialiser d'un point de vue financier. Donc, la première chose, c'est de comprendre que quand vous êtes propriétaire, il y a beaucoup de frais cachés qu'on peut oublier. Souvent, moi, je vois les gens qui comparent juste ah bah oui, mais mon emprunt, en gros, au lieu de payer un loyer, je pourrais payer un emprunt. Bon, bah c'est vrai. Là, typiquement, mon emprunt, il serait même 50% plus bas que mon loyer. Donc on pourrait se dire, ah bah trop bien, il suffit de payer l'emprunt. Sauf qu'on oublie tout. On oublie l'apport, on oublie les frais d'agence, on oublie les frais d'agence, on oublie la maintenance, on oublie la taxe foncière, on oublie que, en fait, dans mon loyer, c'est du taux de charge comprise. Donc tout ça, il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas juste comparer un loyer à un remboursement d'emprunt. Ça n'a littéralement rien à voir. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a deux facteurs ici dans les données que j'ai mis qui sont extrêmement difficiles à évaluer et qui changent de manière drastique le résultat final. Typiquement, l'appréciation du bien immobilier. En fait, on voit bien que ce qui fait l'intérêt de l'achat immobilier, c'est la revente à la fin. Mais en fait, à quel prix vous allez pouvoir revendre à la fin, ça dépend typiquement de l'évolution du marché de l'immobilier sur les 20 années. Donc là, j'ai pris 3%, mais en réalité, ça pourrait très bien être zéro. Et si c'est zéro et que en gros mon bien immobilier vaut autant que ce qu'il vaut aujourd'hui 20 ans après parce que je sais pas, le quartier n'a pas forcément bien évolué ou pour une raison ou pour une autre, peut-être que l'immeuble n'a pas été bien entretenu, bah dans ce cas-là, on voit qu'il y a un vrai avantage à être locataire puisque ça nous coûte 6 000 € de moins. Mais à l'inverse, ça se trouve, le quartier va hyper bien évoluer et il va y avoir de plus en plus de gens qui vont venir, ça va un peu se gentrifier et on peut tout à fait imaginer qu'il y ait une appréciation de 8% par an au niveau de l'immobilier. Et si c'est le cas, bah là c'est tout à fait différent. Parce que si mon bien immobilier il prend 8% par an, le coût total c'est 23 000 contre 50 000. Donc on est sur un delta de 27 000 en faveur de l'achat immobilier. Donc là, dans ce cas-là, bah effectivement, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter. Mais le problème, c'est que typiquement, cette donnée-là, c'est-à-dire l'appréciation du bien immobilier, c'est quelque chose d'extrêmement incertain. Déjà que c'est très incertain de savoir si une action, par exemple, comme d'une entreprise, va évoluer dans les 20 prochaines années, mais là, c'est pire qu'une action, parce que c'est un appartement dans un immeuble, dans une ville. Donc ça peut vraiment dépendre de plein de facteurs. Et l'autre chiffre qui est intéressant, c'est le rendement alternatif. Concrètement, le rendement alternatif, c'est ce qui diminue la valeur de l'argent loin dans le temps. Typiquement, en fait, il faut comprendre ça de la manière suivante. Le rendement alternatif, c'est par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire de l'argent que je mets dans l'achat immobilier, je pourrais aussi le mettre en bourse. Typiquement, si je suis locataire, en année 1, eh bien, au lieu de dépenser 21 000, je dépense que 3 000, je dépense que mon loyer. Donc ça veut dire que j'ai un delta de 18 000 qui va pouvoir me rapporter de l'argent pendant les 20 prochaines années. Et typiquement, ce rendement alternatif, qui est typiquement un rendement de bourse, il pourrait être là encore une fois, il pourrait être de 8%. C'est pas absurde, c'est même dans la moyenne. S'il est de 8%, bah là on voit bien que la location, elle gagne très largement par rapport à l'achat immobilier, de plus 7 000. Mais à l'inverse, le rendement alternatif, il peut aussi se casser la gueule. Et peut-être que, eh bien, il y aura un rendement très mauvais de la bourse, sur 20 ans c'est peu probable, mais admettons, et que ça rapporte que 2%. Et si c'est le cas et que ça rapporte que 2%, et ben là, une nouvelle fois, c'est le fait d'être propriétaire qui va pouvoir être devant avec un bon 18 000 d'avance. Donc finalement, on voit que c'est les deux données qui vont très largement modifier le résultat final. C'est bah, finalement l'évolution du bien immobilier si vous l'achetez et l'évolution du rendement alternatif, c'est-à-dire que si vous êtes locataire, bah, vous n'investissez pas votre argent dans l'immobilier. A priori, dans mon cas, je l'investirai en bourse, mais je ne peux pas savoir quel va être le rendement de la bourse. Donc, c'est là où c'est très compliqué finalement de faire la part des choses. Dans mon cas aujourd'hui, ma conclusion sur ma situation personnelle, c'est que
le gain potentiel est trop faible à devenir propriétaire. Et une fois que je prends en compte le fait qu'il y a une vraie flexibilité du fait d'être locataire, pour moi c'est plus intéressant de rester locataire. Et c'est pas une décision, enfin c'est une décision qui, voilà, qui s'explique par les chiffres. Donc je pense que c'est important pour chacun avant d'acheter, de se poser et de se demander si effectivement ça fait sens d'un point de vue financier. Alors évidemment, il peut y avoir d'autres raisons hein, de vouloir être propriétaire, s'installer, avoir vraiment ses murs, pouvoir faire ses travaux comme on le souhaite. Mais là où je voulais en venir, c'est que d'un point de vue purement budgétaire, le résultat entre le locataire et le propriétaire, eh bien, il change beaucoup en fonction de facteurs externes comme le rendement de la bourse ou le rendement immobilier. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire surtout, j'ai probablement oublié beaucoup de choses, notamment sur la partie achat parce que je m'y connais pas forcément très bien. Mais je suis curieux d'avoir vos retours. Je pense que d'ailleurs j'ai oublié les charges de copro par exemple. Parce que c'est ni de la taxe foncière ni de la maintenance. Donc en réalité, il faudrait même prendre en compte les charges de copropriété dans le cadre d'un appartement. En tout cas, je vous dis à ciao pour la prochaine et dites-moi si vous voulez plus de vidéos de ce genre.